Monsieur le Président, Messieurs, j'ai eu l'honneur hier de commencer à exposer devant le tribunal les modalités du dépouillement économique de la Belgique par les Allemands au cours de leur occupation du pays. Revenant sur ce qui avait été dit au cours des considérations générales sur le pillage économique et sur le comportement des Allemands en Norvège, au Danemark et en Hollande, il a été donné de montrer que partout, la volonté de domination économique du national-socialisme s'était affirmée. Les méthodes en ont été partout, dans les grandes lignes du moins, semblables. Aussi, pour répondre à la fois au désir exprimé hier par le tribunal et pour remplir la mission confiée au ministère public français par le gouvernement belge de soutenir sa cause devant votre haute juridiction, me bornerai-je aux grandes lignes de l'évolution et me permettrai-je de renvoyer pour les détails de la mainmise allemande sur la productivité belge au texte du rapport présenté au tribunal et aux nombreux documents cités à notre livre de documents. J'ai eu l'honneur de signaler à la fois l'existence du marché noir en Belgique, son organisation par les troupes d'occupation et leur volonté finale de supprimer ce marché noir. On peut à ce sujet conclure, ainsi qu'il a déjà été indiqué au cours des observations générales, que ce n'est pas, malgré leur dire, pour éviter en Belgique l'inflation que les autorités allemandes ont mené campagne contre le marché noir. Le jour où les Allemands ont décidé d'interdire le marché noir, ils ont affirmé hautement leur souci d'éviter à l'économie et à la population belge les conséquences très graves d'une inflation menaçante. Dans la réalité, les autorités allemandes sont intervenues contre le marché noir pour éviter que l'extension de celui-ci, qui allait chaque jour croissant d'importance, ne finisse par absorber toutes les marchandises disponibles et étrangle complètement le marché officiel. En un mot, la survie du marché officiel, avec ses prix plus bas, était finalement beaucoup plus profitable pour l'armée d'occupation. Et j'en viens, messieurs, à la page 46 de mon exposé, au 3e chapitre, aux acquisitions en apparence régulières. Acquisitions en apparence régulière qui n'ont eu qu'un but, l'asservissement de la productivité belge. Mettant en application leur programme de domination des pays de l'Europe occidentale, tel qu'il avait été établi dès avant 1939, les Allemands ont, dès leur entrée en Belgique, en mai 1940, pris toutes les mesures qui leur semblaient propres à assurer l'asservissement
de la productivité belge. Aucun des secteurs de l'économie belge ne devait être épargné. Si le pillage semble plus frappant dans le domaine économique, ce n'est que la conséquence du caractère industriel très marqué de l'économie belge. Les secteurs de l'agriculture et des transports ne devaient pas échapper à l'emprise allemande. Et je me propose de vous parler d'abord des prélèvements en nature dans l'industrie. L'industrie belge a été la première visée. C'est ainsi que le commandant militaire en Belgique, d'accord avec les différents offices du Reich pour les matières premières, d'accord avec le service du plan de 4 ans et le ministère de l'économie, établit tout un programme dont l'effet était de gagner la presque totalité de la productivité belge aux fins belliqueuses du Reich. Le 13 septembre 1940, déjà, il pouvait donner connaissance aux autorités supérieures d'une série de plans établis pour le fer, pour le charbon, pour les textiles, pour le cuivre. Je dépose le document qui appuie cette affirmation sous le numéro 162. Par ailleurs, un rapport du lieutenant-colonel Helder, intitulé « Changement d'orientation de l'économie », précise que dès le 14 septembre 1940, le service d'armement de l'armée envoyait à ses formations subalternes les instructions suivantes. Elles sont au livre de documents sous la cote 163. Et je lis le dernier paragraphe de la page 41 du texte allemand. J'attache la plus grande importance à ce que les usines des territoires occupés, Hollande, Belgique, France, soient largement mises à contribution pour alléger la fabrication d'armements allemands et pour augmenter le potentiel de guerre. Les établissements danois sont aussi à inclure en une mesure de plus en plus grande parmi les sous-traitants. De plus, les dispositions d'exécution annexées à l'ordonnance du maréchal du Reich, ainsi que l'ordonnance concernant l'économie des matières premières dans les territoires occupés, sont à observer strictement. Et je termine ici la citation. L'ensemble de ces dispositions permit rapidement aux Allemands de contrôler et de diriger toute la production et toute la distribution belge dans le sens de l'effort de guerre allemand. Un décret du 27 mai 1940 au Vobel numéro 2, déposé sous le numéro 164, créa des services de marchandises qui eurent pour mission, et je vous lis une partie de l'alinéa 3, diriger la production, organiser un partage juste et une utilisation rationnelle, en assurant dans la mesure du possible les places de travail, toujours conformément aux ordres donnés par l'armée, sous forme de prescription générale ou d'ordonnance particulière, transmise aux entreprises où l'on fabrique ou utilise les produits réglementés
et où ils font l'objet d'entreprises commerciales. Fin de la citation. L'article 4 du même texte précisait les pouvoirs des services de marchandises. Il leur donnait en particulier le droit d'obliger les entreprises à vendre des produits à des acheteurs déterminés, à interdire ou à exiger l'utilisation de telle ou telle matière première, enfin, à faire dépendre de leur approbation toute vente ou tout achat de marchandises. Pour mieux cacher leur véritable dessein, les Allemands dotèrent ces services de marchandises d'une indépendance et d'une personnalité juridique propre. C'est ainsi que 11 services de marchandises furent créés, englobant toute l'économie, sauf le secteur charbonnier, dont la direction fut laissée à l'Office belge des charbons. Le document figurant au livre de documents sous le numéro 165 apporte la preuve de cette allégation. L'exécution des prescriptions fut assurée grâce à une série de textes promulgués par les autorités belges de Bruxelles. Celles-ci prirent en particulier un décret en date du 3 septembre 1940, en vertu duquel des organismes belges reprenaient les bureaux que leur abandonnaient les Allemands. L'activité de ces bureaux, messieurs, devait connaître des fortunes diverses. Bien que relevant du ministère belge des Affaires économiques, ils étaient étroitement contrôlés par les services du commandant militaire allemand. Dans cette voie, la mainmise sur la productivité belge fut complétée par la nomination de commissaires à l'exploitation. L'article 2 de ce texte précise les pouvoirs des commissaires. Le commissaire à l'exploitation est tenu d'assurer la mise en marche ou le fonctionnement de l'entreprise qui lui est confiée, l'exécution méthodique des commandes, ainsi que l'adoption de toutes les mesures utiles à l'augmentation de la production de l'entreprise. Fin de la citation. Le déclin des bureaux de marchandises commença avec une ordonnance du 6 août 1942 posant le principe de la possibilité d'interdire certaines fabrications, d'ordonner l'emploi de certaines matières premières. Cette ordonnance figure au livre de documents sous la cote 167. Une tutelle des services de marchandises fut bientôt organisée par l'envoi auprès de chacun d'eux d'un commissaire allemand choisi par l'office d'empire compétent. C'est ainsi qu'à dater des derniers mois de l'année 1943, le bureau du Rüstungsobmann du ministère de l'Armement, du ministère Speer,
pris l'habitude de passer directement ses commandes sans utiliser le canal des services de marchandises. Dès avant cette date, d'ailleurs, des mesures avaient été prises pour empêcher toute initiative non conforme au but de guerre allemand. Outre, et dès avant l'ordonnance précitée du 6 août 1942, il convient de citer l'ordonnance du 30 mars 1942, soumettant toute création ou extension d'entreprises commerciales à l'autorisation préalable du commissaire militaire. Dans le rapport déjà cité de l'administration militaire en Belgique, le chef d'état-major Röder précise, document 169, que pour la seule période janvier à mars 1943, sur 2000 entreprises travaillant le fer, 400 furent fermées comme travaillant irrationnellement ou inutiles pour les buts de guerre. Ces fermetures d'usines semblent d'ailleurs avoir eu, moins à la base, un souci de rationaliser une production que la volonté maligne de se procurer à bon compte de l'outillage et des machines-outils de grand prix. Dans cette voie, il convient de signaler l'institution d'un office de compensation de machines. Le rapport précédemment cité de l'administration militaire en Belgique, dans sa 11e partie, aux pages 56 et suivantes, est particulièrement significatif à cet égard. En voici un extrait au texte allemand, dernier paragraphe de la page 56, dans la traduction française, les dernières lignes de la page 56. Mr. Delspech, that passage you read about the defendant Rader, was that from document 169 or 170? The passage? Non. Oh, it's another Rader. Monsieur le Président, je vous ai parlé hier du chef de section administratif Rader, qui était chef de section à Bruxelles. Il n'a rien à voir avec l'accusé Rader. Nothing to do. I see. Document 171, deuxième alinéa du texte français. Yes. Le paragraphe est consacré aux opérations de compensation de machines. La preuve en est établie par un coup d'œil rapide sur les opérations de compensation qui ont été prises en considération et celles qui ont été menées à bien. On a pris en considération 567 demandes pour une valeur globale de 4,5 millions de Reichsmark. Et Rader fournit une série de chiffres. Je passe sur ces chiffres et j'arrive à la fin du premier paragraphe au texte allemand, page 57. La base juridique de la réquisition de ces machines était la Convention de La Haye de 1907
articles 52 et 53. La formule de la Convention de La Haye, qui ne prévoit la réquisition qu'au profit et pour les besoins de la puissance occupante, convenait aux circonstances de l'année 1907, c'est-à-dire à un temps où les actions de guerre se cantonnaient à des régions très limitées et où pratiquement le front militaire était seul à supporter les événements de guerre. Vu la limitation quant à l'espace de la guerre, il était normal que la Convention de La Haye, prévoyant les réquisitions uniquement pour les besoins de la puissance occupante, soit antérieurement suffisante aux besoins de la conduite des opérations. Mais la guerre moderne demande, en même temps que le maintien de la Convention de La Haye, leur adaptation à la conduite nouvelle de la guerre, étant donné d'une part cette guerre moderne, en se transformant en guerre totale, ne connaît plus de limitation, et que d'autre part, elle est devenue une guerre de l'économie autant qu'une guerre des peuples. Je passe dans la citation pour terminer. Dans la mesure où la réquisition a été faite sur la base de l'ordonnance du commandant militaire du 6 août 1942, on peut considérer que c'était dans le but de faire connaître à la population belge l'interprétation rationnelle nécessaire des conventions de La Haye. Fin de la citation. Une telle interprétation peut laisser rêveur les juristes qui n'ont pas été formés à l'école du national-socialisme. Elle peut justifier en tout cas le pillage de l'industrie et l'asservissement de la productivité belge. Ces quelques considérations laissent apparaître combien nuancés et variés ont été les procédés utilisés par les Allemands pour arriver à leur fin sur le plan économique. Au même titre que les développements précédents sur le clearing et l'utilisation des frais d'occupation, elles permettent de préciser les méthodes utilisées pour réaliser des prélèvements massifs dans l'économie belge. Si, pour certains secteurs, tels que l'agriculture et les transports, il a été possible de déterminer l'ampleur du pillage économique avec une certaine exactitude, par contre, dans de nombreux secteurs industriels, les évaluations n'ont pas encore été établies. Il est vrai, une partie considérable des pertes industrielles correspondent aux opérations de clearing, notamment pour les réquisitions de stocks. Force sera donc de s'en tenir aux lignes directrices de la politique pratiquée par les Allemands. Il convient d'examiner rapidement les manifestations de ce dépouillement économique dans 3 secteurs: industrie, agriculture, transport. Le secteur industriel d'abord.
statistiques du clearing, en tout premier lieu, fournissent des indications sur les charges globales subies par les différents compartiments industriels. De son côté, le rapport de l'administration militaire en Belgique, ce rapport auquel je reviens à chaque instant, donne les précisions suivantes, brièvement résumées. Dès le début de l'occupation, les Allemands imposèrent un recensement des stocks sur lesquels ils allaient opérer des prélèvements considérables, notamment pour les textiles et les métaux non ferreux. Je me bornerai à parler brièvement des textiles et des métaux non ferreux. En effet, l'exemple de l'industrie textile est particulièrement net à la veille de l'invasion. Avec ses 165 000 ouvriers, l'industrie textile belge est la seconde industrie de Belgique après la métallurgie. Sous prétexte d'éviter l'épuisement des stocks très importants qui existaient alors, une ordonnance du 27 juillet 1940 interdit à l'industrie textile de travailler à plus de 30% de sa capacité de 1938. Rien que pour la période mai-décembre 1940, les réquisitions ne furent pas inférieures à 1 milliard de francs belges. Elles affectèrent notamment près de la moitié du stock de laine existant dans le pays au 10 mai 1940 et près du tiers du stock de coton brut. Par ailleurs, la mise en chômage forcée des usines constituait pour les Allemands une excellente excuse à l'enlèvement, sous le prétexte de contrats de location, de l'outillage inutilisé, quand ce n'était pas pour le réquisitionner à vil prix. L'ordonnance du 7 septembre 1942, qui figure au livre de documents sous le numéro 174, fixa les modalités de fermeture des usines en exécution du droit que se reconnaissaient les autorités d'occupation. Fixa le droit de dissoudre certains groupements patronaux et industriels et d'ordonner leur liquidation. Le prétexte donné fut celui de la concentration des entreprises. Au mois de janvier 1944, 65% des usines textiles avaient été arrêtées. Je n'insisterai pas sur le détail de ces opérations et je passe à la page 58 du rapport. Le rapport de l'administration militaire allemande précitée donne des chiffres particulièrement édifiants quant à la production. Sur une production totale de l'industrie lainière de 72 000 tonnes pour la période de mai 1940 à fin juin 1944, production représentant une valeur de 397 millions de Reichsmark, la ventilation des livraisons
entre les marchés allemands et belges est la suivante. Marché allemand, 64 700 tonnes pour une valeur de 314 millions de Reichsmark. Marché belge, 7 700 tonnes pour une valeur de 83 millions de Reichsmark. Tout le dépouillement de l'industrie textile tient en ces chiffres. Je pars. Page 59. La consommation belge eut évidemment beaucoup à souffrir de la politique allemande, de la direction du marché des textiles. C'est toujours le même rapport de l'administration militaire qui en apporte les précisions, signalant qu'en 1938, les besoins en matière textile s'élevaient en Belgique à une moyenne mensuelle de 12 kilos. Les chiffres respectifs pour les années de l'occupation sont les suivants. 1940-41, 2,1 kg par tête d'habitant. 1941-42, 1,4 kg. 1942-43, 1,4 kg. 1943-44, 0,7. L'épuisement de la consommation belge par les Allemands tient entre ces deux chiffres, 12 kg par tête d'habitant en 1938, 0,7 kg à la fin de l'occupation. D'autre part, le gouvernement belge donne les précisions suivantes sur le pillage de cette productivité. Les fournitures obligatoires à l'Allemagne pendant l'occupation ont représenté, pour les filets de coton, environ 14% de la production. Pour les tissus de lin, 75%. Pour la rayonne, 15%. Enfin, sur le stock de textiles resté en Belgique, un très grand pourcentage a encore été accaparé par l'Allemagne du fait de ses achats sur les marchés belges, achats de produits finis ou confectionnés. La contre-valeur de ces livraisons forcées figure généralement dans les statistiques du clearing, à moins qu'elles ne correspondent à des frais d'occupation détournés. J'en ai terminé avec le textile. À propos de l'industrie des métaux non ferreux. La Belgique était en 1939 le plus gros producteur en Europe de métaux non ferreux, de cuivre, de plomb, de zinc, d'étain. Les statistiques issues du rapport du commandant militaire qui figure au document 173 en fourniront la preuve au tribunal. Le 18 février 1941, en liaison avec le service du plan de 4 ans, l'Office du Reich pour les métaux et le commandant suprême de l'armée élaborèrent un plan métal qui visait la consommation belge, l'exécution des commandes allemandes, les exportations vers le Reich. Ces diverses mesures ne suffirent pas à l'occupant, qui entreprit un certain nombre de campagnes de récupération dites actions spéciales, de Sonderaktion, selon une méthode qu'ils mirent en application dans tous les pays de l'Europe occidentale.
Je n'insiste pas sur ces actions qui sont rapportées aux pages 63 et suivantes du rapport. C'est la campagne de récupération des cloches, la campagne du plomb d'imprimerie, la campagne du plomb, la campagne du cuivre. D'après les renseignements donnés par le gouvernement belge, document 146, page 65 du rapport. D'après les renseignements donnés par le gouvernement belge dans d'autres domaines, mais sans l'avouer, les Allemands suivirent une politique destinée à éliminer ou restreindre la concurrence belge. De la sorte, en cas de victoire allemande, les branches considérées auraient dû se limiter au marché belge, qui aurait par ailleurs dû rester ouvert largement aux fournisseurs allemands. Ces velléités de suppression proches ou lointaines de concurrence se manifestèrent notamment dans les secteurs de la fonderie, de la gobeletterie, des industries textiles, des ateliers de construction, de montage de véhicules, construction de matériel de chemin de fer à voie étroite, dans l'industrie du cuir et surtout de la chaussure, où la reconstruction des exploitations détruites fut systématiquement interdite. Mais, en outre, dans l'industrie textile aussi bien que dans de nombreux secteurs, et notamment en sidérurgie, l'affaiblissement économique ne se mesure pas seulement à l'importance des fournitures obligatoires. Il est en relation avec la politique pratiquée par l'occupant. L'industrie belge, dans les branches du charbon et du fer surtout, subirent des pertes très importantes à la suite des directives imposées en vue de financer au meilleur compte les besoins de guerre. Je passe sur les prix du charbon. Le contrôle de l'industrie du charbon fut assuré par l'établissement d'un fondé de pouvoir aux questions charbonnières et par une centralisation de toutes les ventes entre les mains d'un seul organe, vendeur unique, à direction belge, mais doté d'un commissaire allemand. Je veux parler de l'Office belge des charbons. Vendeur unique en face d'un acheteur unique, le Rheinische Westfälische Kohlensyndikat, donneur d'ordre pour les livraisons à faire au Reich, à l'Alsace-Lorraine et au Luxembourg. D'après le même rapport allemand, page 67 pour les traducteurs, malgré les relèvements du prix des charbons consentis les 20 août 1940, 1er janvier 41 et 1er janvier 43, l'industrie charbonnière enregistra au cours des années d'occupation des pertes considérables. En février 1943, le comptoir du charbon, ayant consenti une augmentation du prix de vente, le prix à la tonne du charbon belge dépassait le prix du marché intérieur allemand. Le commissaire allemand à l'industrie minière força l'industrie belge à payer la différence des cours à l'exportation vers le Reich
au moyen de primes compensatrices. Le tribunal pourra être édifié sur les pertes financières enregistrées en tant que pertes d'exploitation par les chiffres rapportés aux documents 176 et 178. Page 68. Le rapport de l'administration militaire donne, dans sa 11e partie, des précisions sur l'industrie sidérurgique. Celle-ci a, autant que les charbonnages, souffert de l'occupation. Dans la sidérurgie Thomas en particulier, les pertes proviennent à la fois de l'accroissement du prix de revient, que de nombreuses dérogations de prix accordées à certains éléments entrant dans la fabrication. Dans ce seul secteur, d'après le mémorandum du gouvernement belge, les pertes subies de ce chef peuvent être évaluées à 3 milliards de francs belges. Toujours, d'après le même rapport, sur une production totale d'1 400 000 tonnes, 1 300 000 tonnes de produits divers ont été exportés en Allemagne, sans compter le métal livré aux usines belges, travaillant exclusivement pour l'occupant. D'un autre côté, d'après les renseignements fournis par le gouvernement belge, les Allemands ont au total enlevé et transporté en Allemagne du matériel de très grande valeur. L'ensemble des spoliations industrielles est chiffré par le gouvernement belge à une somme de 2 milliards de francs belges, de francs de 1940 100 ans. Ces enlèvements équivalent à une véritable perte de substance. Et d'après les indications fragmentaires fournies au tribunal, ce chiffre de 2 milliards de francs belges est celui que je lui demande de retenir. Dans l'état actuel des informations, il n'est pas facile de mesurer l'étendue des prélèvements dans l'industrie. Il est plus difficile encore de l'évaluer dans le secteur agricole. Le secteur agricole auquel je vais consacrer quelques brefs développements. Page 71. Outre les besoins admissibles des troupes d'occupation, les autorités allemandes se sont efforcées d'obtenir un supplément de prestations alimentaires de la Belgique destiné à suppléer au ravitaillement du Reich et des autres territoires occupés par ces troupes. Après avoir utilisé des méthodes directes de prélèvement, les Allemands ont employé les services d'intermédiaires peu scrupuleux chargés d'acheter à tout prix sur les marchés clandestins. Et le marché noir en ce domaine prit une telle extension que les autorités occupantes s'en émurent à plusieurs reprises et en 1943 durent l'interdire. Page 74. Outre les dommages au cheptel, les dommages aux bois et forêts qui occupent en Belgique
une place importante. Les dommages pour coupe anormale dans les forêts ont provoqué un excès de déboisement s'élevant à 2 millions de tonnes. Le préjudice en capital causé par ces coupes prématurées peut s'évaluer à environ 200 millions de francs belges. Les opérations militaires, proprement dites, ont causé des dégâts de l'ordre de 100 millions de francs belges. D'après le mémorandum du gouvernement belge, l'ensemble des dégâts causés au domaine forestier atteint 475 millions de francs belges. En tenant compte des dommages pour coupes anormales dans les forêts et pour l'établissement de terrains d'aviation, le gouvernement belge estime à près de 1 milliard de francs les pertes subies par son agriculture pendant l'occupation. Il convient de noter, sans plus insister, que dans ce secteur, il s'agit de pertes nettes en capital, d'un véritable épuisement de substances, d'une réduction inéluctable et d'une véritable consommation du patrimoine national. J'en ai terminé avec l'agriculture. Les transports. La conduite de la guerre amena les Allemands à utiliser à plein le réseau ferroviaire et fluvial de la Belgique. Il en résulte que les chemins de fer et la batellerie comptent parmi les secteurs de l'économie belge qui ont le plus souffert de l'occupation et des hostilités qui se sont déroulées sur son sol. Le trafic allemand a été à la fois un trafic de personnel exigé par les opérations et un trafic de marchandises, de charbon, de minerais, de bois de mine, de produits d'alimentation. Sans oublier les quantités considérables de matériaux de construction exigés par la fortification des côtes de la mer du Nord. Les chemins de fer. Le rapport du gouvernement belge fait apparaître que les dommages subis par les chemins de fer se sont traduits à la fois par des pertes en capital et des pertes en revenus. Pertes en capital d'abord, concernant principalement les réquisitions et les enlèvements auxquels les Allemands ont procédé de façon massive dès leur entrée en Belgique. C'est ainsi en particulier qu'ils se sont empressés d'effectuer des prélèvements sur le parc de locomotives sous prétexte de récupération de locomotives allemandes cédées à la Belgique après la guerre de 1914 au titre des récupérations. En plus des saisies de locomotives, la Société nationale des chemins de fer a été en but à de très nombreuses réquisitions de matériel, parfois sous forme de prise en location. Ces réquisitions sont évaluées à 4,5 milliards de francs, valeur 1940.
En face des pertes en capital, les pertes en revenus, page 77. Les pertes en revenus proviennent principalement des transports gratuits requis par la Wehrmacht. Elles proviennent également de la politique des prix imposée par l'occupant. Ces prestations et ces frais exceptionnels n'ont pu être supportés par les organismes intéressés qu'en faisant largement appel au Trésor. De l'automobile, je ne vous dirai, messieurs, presque rien. Page 79. Les dommages s'élèvent à environ 3 milliards de francs belges, pour lesquels les particuliers ont touché, à titre d'indemnité de réquisition, environ 1 milliard. Et nous en venons aux transports fluviaux. La mise en application du plan de dépouillement économique de la Belgique posa aux puissances occupantes de graves problèmes de transport, je l'ai déjà signalé. Dans cette voie, l'administration militaire allemande imposa à la batellerie belge de très lourdes charges. D'après le rapport du gouvernement belge, les dommages subis par la flotte fluviale belge se présentent sous 3 aspects: réquisition et enlèvement par les Allemands, dégâts partiels ou totaux pour fait de guerre, détérioration anormale du matériel. Et ces 3 chefs de dommages atteignent 1 demi-milliard de francs, dont 100 millions seulement figurent au clearing. Les dommages aux voies navigables, page 81, fleuves, rivières et canaux, peuvent être évalués entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs de 1940, notamment en raison des réquisitions et de l'enlèvement de matériel portuaire public ou privé. Les bateaux de pêche ont été réquisitionnés pour le balisage de l'Escaut avant de disparaître sans laisser de traces. D'autres ont subi des dégâts à l'occasion de réquisitions de contrats de location en vue de manœuvres militaires. Avant de clore ce chapitre consacré au prélèvement en nature, il convient très brièvement de mentionner la question de l'enlèvement du matériel industriel. Page 82. Il a déjà été signalé que la politique de production et de réorganisation professionnelle de l'administration militaire avait eu pour résultat la fermeture de très nombreuses entreprises, permettant par contre-coup aux Allemands de saisir un nombre important de machines sous le prétexte qu'elles étaient devenues inutiles. Il n'est pas de branche industrielle qui n'ait été de la sorte dépouillée. L'industrie métallurgique semble, en l'état actuel, être l'une de celles à avoir le plus souffert. Quelle que soit notre volonté de ne pas abuser de la patience du tribunal, il semble particulièrement opportun d'attirer brièvement son attention
sur la technique même qui a présidé à l'organisation des prélèvements. Organisation dont les détails ont été fixés dès avant l'entrée des troupes allemandes dans les territoires de l'Europe occidentale. Organisation mettant en jeu des formations militaires. Organisation enfin émanant du bureau économique de l'état-major général de l'armée et partant de l'accusé Keitel en tant que chef de l'OKV. L'existence de ces détachements militaires, véritables équipes de pillage, est prouvée par différents documents allemands. Sous le nom de détachements économiques, de Wirtschaftstruppen ou de commandos spéciaux, ces équipes de pillage ont exercé leur activité néfaste et illégale dans tous les pays de l'Europe occidentale. Les instructions secrètes pour le détachement économique J en stationnement à Anvers sont déposées au dossier sous la cote 183. Elles constituent un document très important, un document irréfutable de la volonté de pillage des Allemands. Une preuve nouvelle du mépris des dirigeants nationaux socialistes vis-à-vis des règles du droit international. Ces instructions datent des derniers jours de mai 1940. Je me permettrai d'en lire quelques fragments au tribunal. Document 183. Page 1. Les détachements économiques sont institués par l'Office Économie Armement du Haut Commandement de la Wehrmacht. Ils sont mis à la disposition du Haut Commandement de l'armée pour exercer leur activité dans les pays occupés. Je passe au bas de la page 1 du document allemand. Leur mission est de détecter rapidement et complètement dans leur secteur les produits les plus nécessaires à la guerre, produits manquants ou produits en quantité restreinte, matières premières, produits ébauchés, huile minérale, ainsi que les matières les plus utiles à la production de guerre pour les différents buts de la défense nationale, et de noter exactement leur contingent. Pour les machines, la réquisition sera rendue effective par l'apposition d'étiquettes. Pour les autres biens manquants ou restreints, sera assurée par étiquetage et surveillance par garde. Les détachements économiques ont en outre la mission de préparer l'évacuation des biens manquants ou restreints, huile minérale, ainsi que des machines les plus importantes et de l'exécuter sur l'ordre du groupe d'armée. Ces missions
sont transmises exclusivement au détachement économique. Les détachements économiques doivent commencer leur activité dans le pays nouvellement occupé dès que la situation de la bataille le permet. Fin de la citation. Machines et matières premières étant ainsi détectées et identifiées, des organismes nouveaux entraient en jeu pour le déménagement et l'affectation de ces machines et matières premières en Allemagne. Le document précité, le document 184, donne des renseignements précis et très curieux sur l'encadrement et l'effectif du détachement J, du détachement d'Anvers. Les 8 officiers sont tous des officiers de réserve, ingénieurs, commerçants en gros, directeurs de mines, importateurs de matières premières, ingénieurs conseils. Leurs noms et leurs professions sont mentionnés au document. Ces hommes sont donc tous des spécialistes du commerce et de l'industrie. Le choix de ces techniciens ne peut être imputé au hasard. La suite, selon les instructions précitées, et plus spécialement des instructions qui ont été retrouvées en date du 10 mai 1940, émanant du général Haneke, document 184. Une fois les machines et les stocks identifiés, les organes entrent en jeu, la ROGUS d'une part, les bureaux de compensation d'autre part, dont l'activité a déjà été signalée à propos du pillage de la Hollande et de l'industrie belge des métaux non ferreux. Un autre document, qui est également présenté sous la cote 184, montre que la composition même des détachements économiques émane du haut commandement. Les détachements économiques, citation de la page 6, les détachements économiques auxquels il est fait allusion dans le paragraphe 1 sont composés par la réunion de spécialistes choisis pour les branches industrielles, spécialistes qui se trouvent dans des territoires d'occupation. Ils recherchent le renseignement et assurent la conservation des stocks de matières premières importantes à l'heure présente et des machines spéciales pour la fabrication de munitions et de matériel de guerre. Fin de la citation. Distance desquelles je viens d'avoir l'honneur d'attirer l'attention du tribunal pour les enlèvements de machines et leur redistribution soit aux usines travaillant dans le pays pour le compte de l'occupant, soit aux usines d'Allemagne elles-mêmes. La direction des opérations était assurée par le bureau de compensation de machines. De tels bureaux furent créés dans tous les territoires occupés de l'Europe
occidentale au cours des derniers mois de l'année 1942, à la fois sur l'ordre du ministère de l'Armement et partant sur l'ordre de l'accusé Speer et du service du plan de 4 ans, partant sur l'ordre de l'accusé Göring. Le bureau de compensation de machines pour la Belgique et le nord de la France fut créé par une décision du chef de la section économique militaire à Bruxelles en date du 18 février 1943. Son activité a déjà été signalée au tribunal à propos du dépouillement des entreprises travaillant les métaux non ferreux. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle peut être relevée dans tous les secteurs industriels. Le document 185 peut lui fournir des chiffres sur son activité. Cette activité a continué jusqu'au dernier jour de l'occupation. Le prélèvement des machines et des instruments ne s'est pas limité à l'industrie. Les documents déposés sous les numéros 193 et 194 montrent l'extension des prélèvements aux instruments scientifiques. Et j'en ai terminé avec les prélèvements de matériel industriel. Je présenterai rapidement, dans un 4e chapitre, la question des services. Et tout d'abord, le logement des troupes. Par ordonnance en date du 17 décembre 1940, page 88, les Allemands imposèrent la charge des frais de cantonnement de leurs troupes à la Belgique. Ce faisant, les autorités d'occupation s'appuyèrent sur une interprétation assez large de l'article 52 de la Convention de La Haye, au terme duquel la puissance occupante peut exiger des prestations en nature et en service le rapport Fetter, document 186, prétend à tort que la Convention ne précisant pas par qui le règlement doit être effectué, l'article 49 donne le droit d'en faire supporter la charge au pays occupé. De ce fait, la Belgique a dû supporter des dépenses s'élevant à 5 milliards 900 millions de francs pour frais de logement, d'installation, pour fourniture de mobilier. Les versements du Trésor belge relatifs au logement des troupes est estimé dans le rapport de l'administration militaire de Belgique à un chiffre de 5 milliards
423 millions de francs. Il est évident que sous le prétexte de frais de cantonnement, d'autres dépenses ont été faites au détriment de l'économie belge, notamment, comme ce fut le cas dans les autres pays occupés, l'achat de mobilier destiné à être envoyé en Allemagne. Deuxièmement, transport et communication. Pour assurer les transports et communications, le Trésor belge a dû avancer une somme totale de 8 milliards de francs. Il a déjà été indiqué au tribunal que la mainmise des autorités d'occupation s'étendit à la batellerie au fur et à mesure que le plan de transport réservait aux troupes d'opération l'usage du rail. Si, en vertu de l'article 53 de la Convention de La Haye, l'armée qui occupe un territoire a le droit de saisir les moyens de transport et de transmission à charge de les restituer et de verser des indemnités, cette armée n'en possède pas pour autant le droit de contraindre le pays occupé à mettre à ses frais des moyens de transport à sa disposition. C'est cependant ce qu'a fait l'Allemagne en Belgique. Troisième point, la main-d'œuvre. La déportation de la main-d'œuvre en Allemagne et le travail forcé en Belgique ont déjà été exposés au tribunal. Il semble donc inutile d'insister sur ces données. Page 91. Tout au plus, faut-il rappeler certaines conséquences défavorables pour l'économie belge. Les mesures concernant la déportation de la main-d'œuvre ont provoqué une désorganisation et un affaiblissement économique sans précédent. En second lieu, le départ des ouvriers, et surtout des ouvriers spécialisés, insuffisamment remplacés par une main-d'œuvre non qualifiée, femmes, adolescents, pensionnés, a entraîné une diminution de la production, en même temps qu'un accroissement du prix de revient, ce qui a contribué à aggraver le problème de l'équilibre financier des entreprises. Troisième remarque. Le prélèvement de la main-d'œuvre a été une cause de mécontentement politique et social de par la dispersion des familles et les inégalités qui sont apparues dans les réquisitions des ouvriers. Quatrième et dernière remarque. Les ouvriers ont été amenés à fournir des prestations dans des domaines qui n'étaient pas nécessairement les leurs. D'où perte de leurs aptitudes professionnelles. Le personnel a été divisé et déclassé. La fermeture d'entreprises artisanales a apporté des modifications plus ou moins sensibles dans la structure de certaines branches de production. Les pertes ainsi subies ne sont pas de celles qui se mesurent en termes monétaires, elles n'en sont pas moins
utiles à être présentés à votre juridiction. Et j'en ai terminé avec cette matière pour voir dans un dernier chapitre, chapitre 5, les acquisitions de participations belges dans des entreprises étrangères. Page 93. Dès 1940, selon leur politique générale dans tous les pays occupés de l'Ouest européen, les Allemands se préoccupèrent d'acquérir des participations dans les affaires financières belges à l'étranger. Le point de vue officiel allemand ressort nettement d'une lettre en date du 29 juillet 1941, lettre du ministre des Finances au commandant militaire en Belgique. Elle est déposée sous le numéro 187 du livre de documents. La conception du droit d'acquérir des participations est certes très lointaine des mobiles reconnus par la Convention de La Haye à l'existence du droit de réquisition. Elle laisse apparaître la volonté d'enrichissement des dirigeants allemands au détriment de la Belgique. C'est ainsi que dès mai 1940, les Allemands cherchèrent à prendre de l'influence dans les compagnies holding belges, ne pouvant heurter de front les prescriptions du droit international, et en particulier l'article 46 de la Convention de La Haye. Ils s'efforcèrent d'agir sur les membres des conseils d'administration par la persuasion plutôt que par la force. Au cours d'une conférence qui se tint le 3 mai 1940 au ministère de l'économie du Reich au sujet de parts de capital belges et hollandaises il serait possible d'acquérir, il fut décidé que le commandant militaire en Belgique prendrait toutes les dispositions utiles pour empêcher, d'une part, la destruction, le transfert, la vente et le recel de tous les bons et titres de ces pays, et d'autre part, pour inciter les capitalistes belges à céder aux Allemands leurs valeurs étrangères. Le procès-verbal de cette conférence figure au livre de documents sous le numéro 187. Pour éviter toute fuite de capitaux, une ordonnance du 17 juin 1940 fut promulguée pour soumettre à autorisation toute exportation de valeurs, toute acquisition ou disposition de valeurs étrangères. Dès le 2 août 1940, les dirigeants allemands et l'accusé Göring lui-même avaient pris position sur ce point. Au cours des observations générales sur le pillage économique, il vous a été donné lecture des directives secrètes données à cet égard par l'accusé Göring,
C'est le document déposé sous le numéro 105. Page 97. Malgré les affirmations allemandes, malgré le désir des occupants d'apparence de régularité, la volonté allemande d'absorber certaines participations se heurta à des résistances sérieuses. Les autorités d'occupation durent plusieurs fois user de contraintes pour arriver à la conclusion de vente, malgré les droits qu'elles s'étaient réservés dans le décret précité du 27 août 1940. Ce fut le cas notamment des participations détenues par le Trust métallurgique belge dans les entreprises électriques de Silésie orientale et celui, plus net encore, des actions de la société métallurgique d'Ostrovie, désirée à ce moment par les Hermann Göring-Werke. Rapport du 1er décembre 1942, document 191, le commissaire allemand près de la Banque nationale accuse très nettement cette volonté de résistance du marché belge. La presque totalité des acquisitions qui ont pu être réalisées par les Allemands a été réglée par la voie du clearing. Page 98. Le solde du clearing capitaux, créditeur en faveur de la Belgique pour une somme de 1 milliard de francs belges au 31 août 1944, représente un emprunt forcé imposé à la Belgique sans aucun lien juridique ou logique avec les dépenses d'occupation, si ce n'est la volonté d'hégémonie allemande. Une telle pratique, contraire aux principes du droit international et aux règles du droit pénal des nations civilisées, tombe sous le coup de l'article 6b de la charte de votre tribunal et constitue bien l'acte de pillage de la propriété publique ou privée tel qu'il est visé au texte précité. En marge de l'acquisition des prises de participation et toujours en marge de la légalité, il convient encore de signaler au tribunal les prélèvements faits par les autorités allemandes sur les biens étrangers, biens ennemis, ou sur les biens détenus par des juifs. Au titre des biens étrangers saisis par les Allemands, il convient de citer que cette réglementation fut appliquée aux capitaux français en Belgique, malgré de nombreuses protestations du gouvernement français. Au titre des biens juifs pour les années 1943 et 1944, des chiffres sont présentés au tribunal dans le document 192. Et j'en ai terminé avec l'exposé du dépouillement économique de la Belgique. Page 100. Les dommages causés à l'économie belge
dans ses principaux secteurs viennent d'être soumis au tribunal. Une partie des données numériques ont été empruntées soit à des rapports allemands, soit à des rapports officiels fournis par le gouvernement belge. Les évaluations et les chiffres disponibles ne sont pas encore assez précis pour mesurer exactement le coût de la guerre, de l'occupation et du dépouillement économique de la Belgique. Certaines pertes et certains dommages ne peuvent être exprimés en termes monétaires. Parmi elles, en première ligne, il convient de citer l'incidence des privations consécutives à l'emprise allemande sur une grande part des denrées alimentaires, à la situation spéciale du logement et de l'habillement. Cet aspect purement matériel de la question ne doit pas faire oublier non plus les conséquences de l'occupation sur la santé publique. Il est difficile, page 103, il est difficile de préciser l'incidence finale des situations particulières sur la santé publique, faute de données statistiques précises. Un fait est cependant à retenir: l'augmentation considérable des personnes qui ont eu recours au service d'alimentation des malades. Le nombre est passé de 2000 par mois en 1941 à plus de 25 000 en 1944. Il a donc plus que décuplé, en dépit d'une réglementation de plus en plus sévère dans l'octroi des rations. Cette augmentation du nombre des secours alimentaires aux malades mérite de retenir l'attention du tribunal, moins en elle-même et en valeur absolue qu'en ce qu'elle est l'indice d'un accroissement des maladies en Belgique. Cet accroissement est lui-même la conséquence de la sous-alimentation de la population pendant 4 années d'occupation. Cet état de fait déplorable n'avait cependant pas échappé aux autorités d'occupation, comme il ressort d'une lettre déjà citée du commandant militaire en Belgique. Elle figure au livre de documents sous la cote 187 dans le domaine du ravitaillement en Belgique. Il n'a pas été possible d'assurer ni le minimum vital d'existence à la population, ni le minimum de nourriture pour ceux des travailleurs de force qui travaillent uniquement pour les besoins de l'économie de guerre allemande. Je n'insisterai pas, messieurs. Cette sous-alimentation de la population belge a été la conséquence inéluctable et la plus grave des prélèvements massifs faits par les autorités d'occupation qui ont volontairement méconnu les besoins élémentaires d'un pays occupé pour poursuivre les seuls buts de guerre du Reich. L'abaissement du niveau de la santé moyenne et l'accroissement de la mortalité en Belgique de 1940 à 1945 peuvent donc être, et à bon droit, considérés comme la résultante directe des spoliations commises par les Allemands en Belgique
au mépris des règles du droit international. J'en ai terminé avec la Belgique. Quelques observations très brèves sur le pillage économique du Luxembourg. Page 106. En annexe à l'exposé sur la Belgique, il convient de présenter au tribunal quelques précisions sur le comportement des Allemands au Luxembourg. Le gouvernement du Grand-Duché a remis un sommaire général de ces accusations qui a été déposé au tribunal sous le numéro général UK 77 et dont un extrait pour la partie des crimes contre les biens, partie économique, figure au livre de documents sous la cote 1. Les Allemands, peu après leur entrée dans le Grand-Duché, procédèrent à une annexion de fait. Cette attitude, assez semblable à celle qu'ils adoptèrent vis-à-vis des habitants de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, appelle quelques remarques. Selon leur habitude, une des premières mesures fut l'échange de la monnaie luxembourgeoise au taux de 10 francs luxembourgeois pour 1 mark. Tel est l'objet de l'ordonnance du 26 août 1940, ordonnance qui figure au livre de documents sous la cote 195. Cette parité ne correspondait pas au pouvoir d'achat respectif des deux devises. Elle constituait un prélèvement important sur la fortune des nationaux et surtout assurait aux Allemands une mainmise absolue sur les signes monétaires. Elle leur procura donc le moyen de s'emparer d'une part importante des réserves de matières premières et de produits fabriqués du pays. Les acquisitions furent réglées en marques dépréciées et sur la base de prix bloqués imposés par les Allemands. Enfin, par ordonnance du 29 janvier 1941, le Reichsmark fut introduit comme seule monnaie légale. Ordonnance déposée sous le numéro 196. Les francs luxembourgeois et les billets de la Reichskreditkasse furent retirés de la circulation, ainsi que les francs belges, considérés jusque-là comme monnaie de l'union monétaire franco-luxembourgeoise. Toutes ces monnaies devinrent, à dater du 5 février 1941, devises étrangères. Il convient d'attirer l'attention du tribunal sur le fait que de tous les pays occupés par l'Allemagne, le Luxembourg est, au même titre que l'Alsace et la Lorraine, le seul pays qui fut totalement privé de sa monnaie nationale. De plus, pour procurer au Reich un appoint de moyens financiers nécessaires à la poursuite de la guerre, l'ordonnance du 27 août 1940, document 197, prescrivit la remise forcée de l'or et des devises étrangères. Le même texte prescrivait en outre que les actions et obligations étrangères
devrait faire l'objet d'une offre de vente à la Reichsbank à des cours et à des conditions fixées par l'occupant. Comme il a été signalé, les Allemands s'emparèrent des stocks industriels. À ce sujet, un compte-rendu daté du 21 mai 1940 sur la situation économique en Hollande, Belgique et au Luxembourg renseigne sur les stocks trouvés dans le pays. 1,6 milliard de tonnes de minerais de fer, 125 000 tonnes de minerais de manganèse, 10 000 tonnes de fer brut, 10 000 tonnes de ferromanganèse, 36 000 tonnes de produits laminés et de produits finis. Et je pourrais continuer cette énumération. La mainmise allemande s'étendit des stocks à la direction de la production industrielle. D'après le mémorandum présenté à la commission des réparations par le gouvernement luxembourgeois, document 198, le montant des dommages d'ordre économique s'élève à 5,8 milliards de francs luxembourgeois, valeur 1938. Ce chiffre se décompose de la façon suivante. Industrie et commerce, 1,9 milliard. Chemin de fer, 200 millions. Chemins et routes, 100 millions. Agriculture, 1,6 milliard. Dommages aux biens en général, 1,9 milliard. Toujours d'après la même source officielle, la perte totale en capital représente environ 33% de la fortune nationale du Luxembourg. Fortune nationale du Luxembourg estimée avant-guerre aux environs de 5 milliards de francs luxembourgeois. Les atteintes à la situation financière et monétaire du pays dépassent 6 milliards de francs luxembourgeois. Dans ces dommages figure notamment l'augmentation de la circulation monétaire et le montant des placements forcés en Allemagne. Plus de 800 millions de francs luxembourgeois. Ainsi que la charge supplémentaire imposée aux contribuables du Grand-Duché à la suite de l'introduction du système fiscal allemand. Venait encore s'ajouter l'écrémage des bénéfices, les amendes et les soi-disant dons volontaires de tous ordres imposés au Luxembourg. 9 du livre de documents consacré au Luxembourg. L'ordonnance prévu que des gérants allemands pourraient être nommés dans celle des grandes entreprises, dans la sidérurgie surtout, entreprises qui, et ceci est le texte de l'ordonnance, n'accepteraient pas de militer en faveur du germanisme en toutes circonstances. La mission de ces commissaires était d'assurer au Reich, dans le cadre du plan de 4 ans, la haute direction et le contrôle de leur exploitation dans l'intérêt exclusif de l'effort de guerre allemand. C'est ainsi que le 2 août 1940, le commissaire du Reich pour l'administration des fortunes ennemies nomma à la plus grande des sociétés métallurgiques du Luxembourg l'Arbed, la société des aciéries réunies de Turbach
Eich Dudelange, 3 commissaires allemands, qui assurèrent sur la société une mainmise totale. Les autres grandes sociétés n'échappèrent pas plus à cette mise en tutelle, comme il ressort des documents déposés au tribunal sous le numéro 200. La spoliation des intérêts luxembourgeois et étrangers dans le secteur assurance, un des secteurs les plus importants de l'activité luxembourgeoise, a été complète. À l'exception de 3 sociétés suisses et d'une compagnie allemande, toute activité fut interdite aux compagnies luxembourgeoises, dont les portefeuilles et la fortune furent transférés aux assurances allemandes de façon officielle pour les compagnies nationales, de façon occulte pour les compagnies étrangères. Les sociétés d'assurance luxembourgeoises furent spoliées de leur portefeuille incendie par l'introduction d'assurances obligatoires des risques incendies, dont le monopole fut attribué à des compagnies allemandes. Introduisant au Luxembourg leur politique raciale, les nationaux socialistes saisirent et confisquèrent tous les biens juifs dans le Grand-Duché au profit de la Verwaltung für Judenvermögen, de l'administration des biens juifs. Par ailleurs, au titre de l'Umsiedlungspolitik, 1500 familles, soit 7000 personnes luxembourgeoises, furent déportées. Les Allemands s'emparèrent de leurs biens. Une société fiduciaire allemande, installée dans le bureau pour la germanisation et la colonie, était chargée de leur administration. En fait, ils procédaient à leur liquidation. Des valeurs importantes furent ainsi confisquées et transférées dans le Reich. Les Allemands du Tyrol furent, comme il a été signalé par ailleurs, installés dans les immeubles, les entreprises industrielles, commerciales et artisanales des déportés. C'est dire, messieurs, que le Grand-Duché du Luxembourg a été victime d'un pillage économique aussi systématiquement organisé que celui de la Belgique. Monsieur Delspech, Monsieur Delspech, the tribunal is grateful to you for the way in which you have performed the task which they asked you to perform last night, a task which is not altogether easy, of shortening the address which you had intended to make. As far as they are able to judge, no essential parts of your address have been omitted. It is of great importance that the trial should be conducted, as the Charter indicates, in an expeditious way. And it was for this reason that the tribunal asked you, if you could, to shorten your address.